Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mardi 3 décembre, il est l'heure de l'info. À Doulincourt, Saucourt, les élèves de 5e ont été vaccinés contre le papillomavirus. Nous étions sur place. Ce week-end avait lieu la 7e édition du Gaming Day à Bar-le-Duc, avec une fréquentation en baisse par rapport à l'année dernière. Un circuit pédagogique pour faire découvrir l'histoire de la forêt de Trois-Fontaines. C'est un projet réalisé par le club de randonnée Pertois Sport Nature. Vous le verrez. En fin de journal, nous vous proposons un voyage temporel dans les rues de Chaumont grâce au patrimoine de la ville. Je vous le disais, la campagne de vaccination du papillomavirus a débuté depuis un mois dans tous les collèges publics et privés de la Haute-Marne. Une vaccination destinée aux élèves de 5e. Nous sommes allés à la rencontre des collégiens de Doulincourt-Saucourt pour suivre leur vaccination. Dans cet établissement, 13 élèves de 5e vont se faire vacciner contre le papillomavirus, une maladie sexuellement transmissible. La campagne de vaccination contre le HPV a débuté il y a un mois. Dans ce collège, aujourd'hui, c'est la première dose. Cette initiative vise à prévenir jusqu'à 90% de certains types de cancers, comme le larynx, le col de l'utérus ou encore la vulve. Pour se faire vacciner, les familles doivent remplir un document en ligne pour donner leur accord ou non. Je rappelle aussi que l'important, c'est que les enfants soient vaccinés, que ce soit à l'école ou que ce soit auprès des médecins traitants, qui font aussi leur partie du travail. Voilà, les parents manifestent leur intérêt pour la vaccination. À l'Éducation nationale, nous avons ce qu'on appelle un parcours santé, dans lequel cette action s'inscrit pleinement. Voilà, et tous nos collèges, la quasi-totalité de nos collèges, publics et privés, participent à cette opération. Cette vaccination est entièrement prise en charge par l'assurance maladie. À ce jour, 49% des jeunes filles et 15% des garçons présentent un schéma vaccinal complet. Dans ce collège, 4 filles et 9 garçons vont se faire vacciner. Quand le vaccin a été inventé, il était à destination des filles. Et comme je vous disais, donc l'orientation vers les garçons ne s'est faite que c'est depuis quelques années seulement. Pour les garçons, pour éviter les cancers qui touchent les garçons dans les sphères génitales, mais également dans la sphère anale et dans la sphère orale, est assez importante à mettre en avant en disant ça fait partie de ces cancers qu'on pourrait éviter. Donc c'est important d'étendre les sphères aux filles et aux garçons. L'âge de vaccination est également important à prendre en compte. En général, la personne ne doit pas avoir eu de rapport sexuel. Dans le collège des 5e à 14 ans, c'est un âge qui est assez important. C'est vraiment notre cible. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a dépassé 14 ans, on ne peut pas vacciner. On peut vacciner bien plus tard. La seule chose qui est différente, c'est qu'effectivement, avant 14 ans, on fait un vaccin et un rappel dans 6 mois. Et au-delà de 14 ans, il faut 3 vaccins, un vaccin et 2 rappels. La seconde dose est prévue entre avril et juin 2025. Les élèves peuvent également effectuer cette deuxième dose chez leur médecin. C'est quel bras qu'il avait Les deux. À Vitry-le-François, 36 personnes ont battu le pavé aujourd'hui. Au cœur de leurs revendications, la revalorisation des retraites qu'ils jugent insuffisantes et sans cesse reportées, mais également une revendication locale, les mauvaises conditions de logement gérés par le foyer rémois, puisque des infiltrations d'eau provoquent des moisissures et mettent en danger la santé des locataires. Les manifestants veulent faire entendre leur voix. Jean-Jacques Poignant, secrétaire général adjoint de l'Union locale CGT, était au micro de Julien Debruyne. Nous revendiquons que nos retraites soient revalorisées de 10% dans l'immédiat. Pour ce qui concerne les locataires, nous revendiquons que le foyer rémois, au lieu de nous envoyer au plot chaque fois qu'on alerte, ils finissent par nous écouter. Et nous aimerions que les économies qui ont été faites par le foyer rémois avec la destruction de 57 bâtiments sur 59 à la ZUP, c'est-à-dire la disparition de 1318 logements, ça serve de force de manœuvre pour entretenir ce qui reste du parc de HLM. À Bar-le-Duc, le Gaming Day était de retour ce week-end pour une 7e année, un événement pour découvrir ou redécouvrir des jeux vidéo. Cette année, des nouveautés ont été présentées avec des simulateurs, de quoi ravir les passionnés. Léo Martin était sur place. Pac-Man, Mario Kart ou encore FIFA, pas de doute, le Gaming Day est de retour. Pour cette 7e édition, les fans de jeux vidéo sont de sortie.
L'année dernière, 2500 personnes s'étaient réunies sur la journée. Cette année, les chiffres sont en baisse. Seulement 1550 personnes. Il y a un peu moins de personnes, je pense que c'est dû au fait que demain c'est les tournois, donc tous ceux qui font les tournois ne sont peut-être pas venus dès le matin et dès ce moment puisqu'on est midi, donc j'espère les voir cet après-midi. Pourtant, cette année, plein de nouveautés ont fait leur apparition pour ce salon. De nouveaux simulateurs, des initiations au sabre laser comme dans Star Wars. Tout est là pour attirer les fans et surtout les puristes. Mais j'aime bien le rétro gaming, effectivement, l'arcade, les jeux anciens. Déjà, c'était plus court, il faut énormément de temps pour faire les jeux de maintenant. Il faut des centaines d'heures et c'est compliqué d'avoir 100 heures à passer devant un jeu vidéo maintenant. Moi, je suis adepte du high score. De finir un jeu à 100%, maintenant, c'est plus possible. Dans les jeux de maintenant, c'est plus possible. On a fait le tour, ça y est, les jeunes, ils arrêtent de jouer, ils changent de jeu comme de chemise et voilà. Là, ça leur apprend un petit peu à continuer jusqu'à temps de tout trouver les secrets dans n'importe quel jeu qui avait de mon temps. Lui, il connaît plus que moi, forcément. Mais voilà, il faut découvrir les petites nouveautés aussi, les anciennes choses. À l'époque où il jouait beaucoup, maintenant, je joue plus trop. Donc, j'ai passé le relais. Avec mon père, on joue aux jeux vidéo et ça me laisse passer du temps avec lui. L'objectif de cet événement est avant tout de partager un moment entre famille ou amis. C'est une journée superbe, c'est juste avant les fêtes de fin d'année, le moment pour toutes les générations, les petits, les grands, vraiment de pouvoir profiter de ce week-end jeux vidéo. Dans tous les styles, toutes les formes, jusqu'au rétro gaming, jusqu'à la réalité augmentée. Donc là, c'est vraiment, ça s'adresse à toutes les personnes, donc c'est extraordinaire. L'année dernière, le Gaming Day s'est déroulé sur seulement une journée. En 2024, le samedi est réservé à l'initiation, le dimanche pour les compétitions comme Fortnite ou encore FC25. Un stand de prévention contre l'addiction a été installé, mais pour autant, les parents comme les enfants n'ont pas forcément lâché l'écran. Depuis un an, le club de randonnée Perthois Sport Nature a inauguré le circuit pédestre du Crapaud-Sonneur, 5,4 km au cœur de la forêt de Trois-Fontaines. Pour découvrir la riche histoire de la forêt et sa faune, la volonté de l'association était de permettre à tout le monde d'accéder à cette forêt. Regardez. La forêt de Trois-Fontaines est un morceau d'histoire locale. Pour le mettre à l'honneur, le club de randonnée Perthois Sport Nature a décidé de créer un nouveau circuit pédestre. L'objectif, donner envie aux familles de venir se balader sur un chemin balisé et accessible. Nous avons créé, il y a maintenant 1 an et demi, presque 2 ans, un circuit dit pédagogique, donc, qui reprend un petit parcours qui fait 5,4 km et qui est jalonné d'une douzaine de panneaux pédagogiques qui expliquent la faune, la flore, le camp de l'OTAN, la gestion sylvicole, etc., etc. Donc on a eu l'idée de créer ce parcours plus petit, de façon à ce que les familles, à ce que les gens qui n'arrivent plus à faire des 10, 15, 20 km puissent facilement l'emprunter. Il a fallu faire l'aménagement, donc on a loué une tarière, on a fait des trous, on a posé les poteaux, posé les pancartes, etc., etc. On s'est retrouvés pendant quelques jours à plusieurs personnes ici à faire le travail. Ce projet de circuit pédestre a vu le jour grâce à Storangy, une filiale d'Engie spécialisée dans le stockage souterrain de gaz naturel. L'entreprise a financé avec certaines collectivités locales les 10 000 € nécessaires à l'aboutissement du projet. Là, sous nos pieds, il y a un gisement de gaz qui a été découvert pour exploiter à partir des années 1990. Il commençait à se tarir, l'exploitation avait été abandonnée, mais l'évolution des cours gaziers liés à la guerre d'Ukraine ont rendu de nouveau rentable l'exploitation de ce qui restait. Donc Storangy a repris l'exploitation, mais en respectant des règles, et notamment l'obligation pour Storangy de financer des mesures environnementales qu'on qualifie de compensatoires. C'est dans ce cadre-là que Storangy s'est proposé de nous aider à financer ce circuit qui éveille les gens sur la forêt, l'environnement en général. Nous avons dit, voilà, on a un projet de créer un parcours pédagogique. Eh bien banco, on vous aide. Financièrement, on peut vous aider. Sur le chemin de randonnée, tous les 500 mètres, un panneau détaille l'histoire de la forêt. Ici se trouvait par exemple un ancien baraquement de la base de l'OTAN. Qui était le plus grand dépôt de munitions d'Europe, là, en pleine forêt. On est sur une route qui a été construite par des Américains pour ravitailler ce camp.
dont les munitions n'ont pas servi, sauf peut-être aux artifices pour le tournage du film Le jour le plus long. Après un passage par les gouffres, une autre histoire est à découvrir, celle de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a des gens qui s'intéressent au reste de Notre-Dame, qui sont venus ici pour voir si les arbres de Notre-Dame, les arbres du Moyen-Âge, n'avaient pas été coupés ici. Si l'enquête est toujours en cours, les avancées scientifiques pensent plutôt que l'ancienne charpente de Notre-Dame provient de la forêt de Fontainebleau. Chaumont, 21 700 habitants et un patrimoine unique. Si la ville est marquée par l'époque médiévale, elle a traversé de nombreuses périodes historiques. Pour préserver son patrimoine, la ville de Chaumont doit l'entretenir. Depuis plusieurs mois, des lieux emblématiques sont en travaux. Les détails avec Célia Richard. Du haut de ses 18 mètres, la basilique Saint-Jean-Baptiste veille sur Chaumont. Construite au XIIIe siècle, elle est l'un des derniers symboles médiévaux de la ville. Elle a évolué à travers les époques et depuis quelques mois, elle est en travaux. Les derniers ajustements sont presque terminés avant la grande inauguration. À la fois c'est valorisant et puis ça fait un grand plaisir à toute l'équipe de travailler dans un endroit comme celui-ci. On vient pas à contre-cœur, on vient vraiment parce qu'on en a envie puis qu'on a envie de faire plaisir en même temps. Dans un premier temps, on rencontre à la fois des gens qui viennent régulièrement faire un petit tour, brûler un cierge, les gens sont satisfaits, ça motive toute l'équipe, ça nous donne envie d'aller plus loin dans le ménage et puis du coup on va pouvoir nettoyer toutes les coursives en hauteur. Par la suite, on s'occupera aussi du mobilier qui est, on va dire, dans un piteux état, à laquelle on va évacuer et on va ramener du nouveau mobilier, puis on va essayer d'entretenir le mobilier au fur et à mesure du chantier qui va avancer. Mais cette basilique n'est pas le seul vestige du passé à Chaumont. Pas besoin de crapahuter longtemps pour les retrouver. Du viaduc aux halles marchandes, en passant par le donjon et l'hôtel de ville, les différents bâtiments sont à quelques pas les uns des autres. Aménagé lors du démantèlement des fortifications au milieu du XIXe siècle, le square Boulingrin est aujourd'hui un incontournable du patrimoine chaumontais. Il est lui aussi en travaux. Le process, il est assez simple parce qu'on justement on travaille avec du végétal. Donc le végétal, c'est lui qui dicte un peu notre métier, c'est-à-dire que quand un arbre commence à montrer des signes de fatigue, voire à mourir, on n'a plus le choix, notamment en termes sécuritaires, que de l'enlever. Après, on essaye par la suite de replanter, c'est-à-dire que c'est pas un abattage, on enlève un arbre et on laisse l'espace vide. Non, derrière on replante. Donc là effectivement derrière moi il y a un érable qui est en fin de vie, puisqu'il y a des champignons lignivores qui sont en train de le manger petit à petit. Donc ce qu'on voit sur le tronc, c'est les fruits du champignon. Ça veut dire aussi que le mycélium, ça fait très longtemps qu'il est à l'intérieur et qui dégrade petit à petit le bois. Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix que de l'enlever parce que à court terme, il risque de s'effondrer. Au XIe siècle déjà, Chaumont accueillait ses premiers habitants. Aujourd'hui, 21 700 Chaumontais habitent la ville et font vivre ce patrimoine. On a des périodes de reconstruction encore présentes au XVIe siècle et puis surtout le XVIIe et le XVIIIe siècle avec de très beaux hôtels particuliers. On a encore une grosse présence fortifiée sur les remparts de ce qu'on appelle le vieux Chaumont, évidemment le donjon du XIIe siècle et puis le grand monument phare, la basilique du XIIIe et XVe siècle qui est un monument référence même au niveau français pour ce qui est de son cœur. Restaurer un bâti ancien, c'est aussi préserver l'avenir. C'est des bâtiments qui ont 2, 3, 4, 5 siècles, qui sont solidement construits et si on les restaure, ils peuvent faire encore la même durée pour les générations futures. La ville de Chaumont a mis en place une mission de coordination de l'ensemble de la vision et de la gestion du patrimoine afin de le préserver et le faire durer dans le temps. Le patrimoine, c'est un tout, c'est presque le paysage. On part du grand paysage avec les vallées de la Suisse, la vallée de la Marne, puis on resserre sur la ville en elle-même, la silhouette, ses abords, ses entrailles, et après on regarde là-dedans les maisons qui vont être privées, les grands bâtiments publics, et tout ça va être géré et coordonné à travers un document stratégique qui s'appelle le SPR, c'est un site patrimonial remarquable. Il y en a un qui fait 1200 hectares à Chaumont, et dans ce document, on va essayer de coordonner l'ensemble des opérations. Et là-dedans, vous allez avoir l'entretien du bâti public, qu'il soit protégé ou pas au titre des monuments historiques, avec là des programmations pluriannuelles de travaux,
Il va y avoir le cadrage des espaces publics, il va y avoir l'encadrement des travaux des privés. Alors, toutes les maisons, les immeubles du centre-ville, est-ce que j'ai le droit de faire ça, pas le droit, comment je peux faire, l'encadrement pour accompagner les gens dans la démarche administrative, pour aller vers les bons travaux, aussi les subventions, les aider aussi à les obtenir, pour leur donner envie de faire ces travaux. Pour préserver le patrimoine, il faut le rénover. C'est pour ça que d'autres lieux sont en travaux, comme le groupe Michelet ou encore la médiathèque des Silos. Des actions qui peuvent entrer dans le cadre de la candidature de Chaumont au label Ville d'art et d'histoire, un processus qui devrait durer entre 3 et 5 ans. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.